9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Ce matin, Donald Trump en dit un peu plus sur le fond de sa pensée concernant l'Ukraine. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer. Je connais bien Vladimir, il est temps pour lui d'agir. C'est la fin d'une dictature familiale qui aura duré plus de 50 ans. Le régime de Bachar al-Assad est tombé en Syrie après la prise de Damas par les groupes islamistes. Où va le monde, donc c'est ce que je disais donc tout à l'heure, parce qu'on a vécu deux temps forts ce week-end. Jean-Baptiste Noé est avec nous. Bonjour. Géopolitologue, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit, vous avez aussi plusieurs livres. Le dernier ? Que vivent les humanités. Voilà, c'est ça. Donc deux temps forts ce week-end. Il y a eu, en marge de l'inauguration de Notre-Dame, la rencontre Trump-Zelensky avec Emmanuel Macron et Donald Trump qui a réclamé un cessez-le-feu immédiat. Alors il n'est pas encore à la tête des États-Unis, mais tout de même, ça va peut-être faire un peu bouger les choses. On verra. Et puis en Syrie, il y a la chute aussi de Bachar el-Assad. On en a beaucoup parlé évidemment. Bachar el-Assad, qui serait en fuite d'ailleurs, qui serait réfugié à Moscou, parce que Moscou était, on le rappelle, derrière quand même Bachar el-Assad en Syrie. Et là, le pays qui bascule, avec beaucoup d'interrogations tout de même, parce que c'est un ancien d'Al-Qaïda qui a renversé Bachar el-Assad, et c'est un djihadiste affirmé, quoi, Jean-Baptiste Noé. Oui, tout à fait. Bon, la chute de Bachar el-Assad réjouit évidemment, parce que c'est un dictateur et qu'on se réjouit toujours quand un dictateur tombe, mais on va pas vers une époque de démocratie et de paix pour la Syrie. Le scénario le plus probable, c'est un scénario à la libyenne, c'est-à-dire un pays qui est éclaté en 4 ou 5. Il y a une partie dirigée par la Turquie et les forces pro-turques, une partie par les Kurdes, une partie Daesh, et puis HTS. Alors qui dit être modéré maintenant, mais enfin c'est un ancien d'Al-Qaïda. Le logiciel est toujours là, donc simplement ce ne sont pas les mêmes populations qui risquent de souffrir. Mais enfin, on a quand même beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Oui, c'est une forme de poudrière. Pourquoi ça se produit maintenant ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien, ce que disent certains, et j'aimerais vous entendre là-dessus, avec ce qui se passe aussi, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quoi. Oui, complètement. En fait, il y a 3 causes. La première, c'est que les États-Unis ont mis en place un blocus très dur sur la Syrie, ce qui fait que l'armée syrienne a eu du mal à acheter des armes et des munitions. Donc on le voit, en fait, l'armée syrienne n'a pas pu contrer cette attaque de HTS, et donc en 10 jours, elle a été balayée. Le deuxième élément, ce sont les Turcs qui veulent profiter du cessez-le-feu à Gaza pour avancer leurs pions et pour régler le problème syrien, et notamment la question des réfugiés qui étaient en Turquie, près de 6 millions de réfugiés syriens en Turquie. Et le troisième, on le voit là, c'est une conséquence directe de l'Ukraine, c'est que la Syrie ne tient que par la Russie. Ouais. Samedi dernier, Bachar al-Assad s'est rendu à Moscou pour demander le soutien de la Russie. La Russie n'est pas intervenue, et donc Bachar al-Assad n'avait plus de soutien, ni la Russie, ni l'Iran, et donc il est tombé. Ouais, voilà. Et il est resté visiblement à Moscou. Oui, a priori, il serait à Moscou. C'était confirmé par les agences russes, et donc il est réfugié à Moscou. Oui, voilà. Est-ce que Israël aussi a joué un rôle ? Alors oui, indirect mais rôle important. D'abord, le cessez-le-feu avec le Hamas et le Hezbollah a fait en sorte que ça a coupé ce qu'on appelle l'arc de la résistance. Donc c'est les réseaux iraniens. Et à partir de là, l'Iran n'avait plus de relais avec le Hezbollah et le Hamas. Or, c'était des soutiens également de la Syrie. Et puis Israël a fourni du renseignement, et Israël a aider également en ce moment. Parce que, évidemment, pour Israël, dans un premier temps, à court terme en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Oui, parce que la Syrie était alliée avec l'Iran et est également le repère du Hezbollah et du Hamas. Donc, c'est pour eux un adversaire qui tombe, même si la Syrie n'a jamais attaqué directement Israël. Mais enfin, c'était un repère de ces réseaux. Donc, d'ailleurs, Netanyahou s'en est félicité. Oui, absolument. Alors maintenant, il y a toutes les interrogations autour de ce qui peut se passer effectivement en Syrie, quoi. C'est le gros problème. La Syrie aujourd'hui est divisée en 4 ou 5 morceaux, des communautés qui sont extrêmement opposées. La Syrie n'est pas un État-nation. La Syrie, c'est différentes communautés. Et si on ne comprend pas la logique communautaire, on ne comprend pas la Syrie. En fait, Assad, ce sont des Alaouites. Donc c'est un peuple qui vit le long de la Méditerranée, qui est un peuple qui n'a rien à voir avec les autres communautés. Ils sont considérés comme non musulmans, alors que même se considèrent comme musulmans. Et en fait,
le père Hafez al-Assad avait pris le pouvoir et c'était la revanche des Alaouites sur les sunnites. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est à craindre, c'est que les sunnites veuillent prendre leur revanche et organisent des massacres contre les Alaouites. Et il y a une question autour des chrétiens d'Orient, parce que toujours en Syrie et dans la région, est-ce qu'il risque d'y avoir des conséquences? Alors là, c'est un des graves problèmes aussi. Ils étaient très nombreux avant la guerre de 2011, ils sont de moins en moins nombreux. Beaucoup ont fui, notamment en France, tout simplement pour échapper à la mort. Et évidemment, ce que craignent les dernières communautés, notamment à Alep, c'est que les djihadistes arrivant au pouvoir, ils soient massacrés. Et donc, même s'il y a eu une promesse du leader. Il y a eu une promesse, mais enfin, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On verra dans les semaines ou les mois qui viennent. Oui, complètement avec cette promesse en disant non, il n'y aura pas de chasse, bien sûr. Verra. Quoi. Discours un peu policé. Trump, est-ce que le fait que Trump ait gagné cette présidentielle américaine, alors il n'est pas encore au pouvoir, mais on sent déjà que il tire un peu les ficelles. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec ça? Oui, bien sûr, mais regardez, samedi soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Il n'est pas président des États-Unis. Il sera président des États-Unis le 20 janvier. Et pourtant, il est reçu comme le président. Il est reçu par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Et il est au premier rang à Notre-Dame. Et Jill Biden, qui représente officiellement les États-Unis, on l'a à peine aperçu. Elle était à côté quand même. Mais enfin, donc on voit bien en fait que c'est lui qui tire les manettes. Forcément, il sera président d'ici un mois. Donc c'est aussi normal qu'il mette ça en place. Et en tout cas, il a été très offensif. Le fait qu'il ait accueilli Zelensky à l'Élysée montre aussi qu'il veut directement s'engager dans ce jeu-là. C'est Macron qui lui a peut-être forcé la main, non? Il lui a un peu forcé la main. Enfin, Trump a aussi donné son accord, sinon il l'aurait pas fait. Il ne serait pas allé. Voilà, il serait pas allé. Bon, après, on sait bien comment ça va finir. En fait, c'est Donald Trump qui va décider de tout et bon, malheureusement. Enfin, de tout. Oui, enfin, je veux dire, la France a essayé d'être au centre du jeu, mais en fait, ça va se régler entre les États-Unis et la Russie. Oui, avec Poutine. Et avec Poutine, exactement. Et on voit bien là aussi, l'Ukraine est quand même très très affaiblie. L'armée russe avance tous les jours, elle avance peu, mais elle avance tous les jours. Elle fait un travail de sape, et donc ce que l'on craint, c'est notamment l'effondrement de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a besoin des armements et des financements américains, et donc si les États-Unis coupent ça, c'en est terminé. Et d'ailleurs, on voit bien que le discours de Zelensky a changé. Il est maintenant dit qu'il était ouvert des négociations. Il a aussi acté le fait que la Crimée et le Donbass étaient définitivement perdus, du moins. Il a dit quand même. Il espère la récupérer dans 10 ans, mais oui, voilà, c'est ça. Il faut un calendrier, dit-il. C'est une manière polie de dire bon, c'est acté, c'est terminé, on le zérera pas. Donc il y a un espoir de paix sérieux pour vous, en tout cas de trêve. Le problème pour moi, c'est pas tellement qu'on arrive à une trêve en 2025, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter une guerre dans 10 ans. C'est-à-dire que la Russie a pris l'Ukraine en 2004, la Crimée en 2014, elle a attaqué en 2022. Est-ce que en 2032 ou 2034, elle va pas lancer une nouvelle offensive pour récupérer le reste de la partie est de l'Ukraine? C'est ça le véritable enjeu. Et donc c'est comment on arrive à consolider la paix pour les 10 ans qui viennent, au moins pour les 10 ans qui viennent, et comment on établit aussi une sécurité collective pour l'Ukraine. Et c'est ça la question. C'est pas tellement un cessez-le-feu en 2025, ça c'est quasiment acquis. C'est pas le plus dur à faire. Le plus dur, c'est la paix pour les 10 ans qui viennent. Oui. Merci Jean-Baptiste Noé. Nous continuons avec vous dans un instant autour de ça. On va voir donc cet espoir de paix, quand même, de trêve en tout cas, en Ukraine, avec Pierre Lelouch aussi. Là, on a décrit un véritable engrenage de tout ce qui se passe actuellement. C'est le titre de son livre aussi, Pierre Lelouch, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui sera avec nous, avec vous, Jean-Baptiste Noé, et vous, les auditeurs de Sud Radio, pour tout vous expliquer de façon très très claire. 0826 300 300, si vous voulez également réagir. Et puis tiens, je pense qu'on prendra notre gagnant ou notre gagnante au sapin de Noël tout à l'heure. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, où va le monde? Et cet engrenage, c'est ce que l'on a décrit avec Jean-Baptiste Noé tout à l'heure, entre la Syrie, ce qui se passe actuellement en Syrie, la chute de Bachar el-Assad, la prise par des djihadistes, et ce qui se passe aussi évidemment en Russie et en Ukraine, bien sûr. Engrenage, c'est aussi le titre, je le disais tout à l'heure, de Pierre Lelouch, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, effectivement, engrenage, c'est votre titre, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. C'est ce que l'on vit aujourd'hui. On l'a analysé un petit peu avec Jean-Baptiste Noé, qui était très clair tout à l'heure. Mais est-ce que vous aussi, vous faites le lien avec une faiblesse de la Russie qui explique un peu cette chute aussi de Bachar el-Assad en Syrie du pouvoir? Ah oui, mais on est clairement dans le raisonnement que j'ai développé dans mon livre, à savoir que la guerre
non déclarée entre l'OTAN et la Russie depuis avril 2022 a métastasé dans d'autres régions, Moyen-Orient, mais aussi en Asie, on le verra sans doute à l'avenir, avec un deuxième engrenage qui s'est mis en route au Moyen-Orient même, puisque le patron du Hamas, Yahya Sinwar, qui a lancé le pogrom en Israël le 7 octobre 2023, a fait tomber toute une série de dominos en essayant d'enflammer toute la région. Il a amené avec lui le Hezbollah, il a amené l'Iran, il a amené le Yémen. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est l'efficacité de la riposte israélienne, qui d'abord l'a tué lui-même, Sinwar, mais surtout a affaibli fondamentalement le Hezbollah, a décapité complètement le Hezbollah, a également amené à l'affaiblissement de l'Iran, qui a été attaqué lui-même et qui a riposté sur Israël. Et au final, il s'est trouvé que le domino suivant s'appelle la Syrie, où les protecteurs du régime, à savoir les Russes et les Iraniens et le Hezbollah, se sont trouvés affaiblis. La Russie parce qu'elle est engagée en Ukraine et qu'elle a ramené en Ukraine l'essentiel de son aviation qui protégeait Bachar el-Assad, tandis que en Syrie même, le Hezbollah est retourné au Liban. Donc le régime s'est trouvé dépourvu, corrompu, et ça a donné une ouverture pour un autre acteur de la région qui en a profité, c'est la Turquie. La Turquie qui a donné le signal de l'offensive des milices islamiques vers Damas. Et tout ça est tombé comme un château de cartes en 10 jours, en créant une situation radicalement nouvelle. Là-dedans, il y a deux perdants à court terme qui sont à court terme parce que l'histoire évolue. À court terme, c'est bien sûr l'Iran et la Russie. Un gagnant, la Turquie. Et du côté des Américains et des Européens, une grande inquiétude. Au Pentagone, on appelle ça instruit par ce qui s'est passé en Irak après la mort de Saddam Hussein et en Libye après Kadhafi. Il y a des Américains qui appellent ça catastrophic success, le succès catastrophique, puisque la Syrie maintenant, ça va être le champ clos d'un règlement de compte gigantesque. Rendez-vous compte, il y a eu 500 000 personnes qui ont été tuées en Syrie par une minorité alaouite qui est alliée aux chrétiens du coin. Donc on va avoir très probablement une revanche épouvantable de milices plus ou moins contrôlées, avec un chef, Giuliani, qui lui-même qui a passé 5 ans en prison, dans une prison américaine, qui était recherché dans la liste des terroristes et qui aujourd'hui fait semblant d'être, entre guillemets, modéré, mais enfin qui est à la tête d'une constellation de milices. Pour vous, il fait semblant, quoi. C'est un changement de pied uniquement de façade, quoi, si je puis dire, quoi, hein. Je connais pas quelqu'un qui a été élevé en Arabie Saoudite, qui est salafiste depuis son enfance, qui a été un des bras droits du patron de l'État islamique, qui s'est ensuite rallié à Al-Qaïda, va pas devenir un leader modéré pro-occidental demain. Donc ce que je crains, c'est que malheureusement, on assiste à une phase de violence très forte à l'intérieur de ce pays, en attendant que ça stabilise. Mais ça stabilise vers quoi? On n'en sait rien, puisque Bachar el-Assad avait détruit toute opposition démocratique. Donc il va falloir attendre que ça se stabilise, en espérant qu'il n'y ait pas trop de victimes, notamment parmi les chrétiens qui sont la minorité. Et les Kurdes, eux, sont protégés dans le nord-est du pays, figurez-vous, par l'armée américaine. Il y a des soldats américains et des avions américains qui continuent à taper sur l'État islamique et qui protègent les Kurdes. Mais les Kurdes sont les ennemis des Turcs, vous voyez, donc on est vraiment dans une espèce de panier de crabes extraordinairement compliqué, où plusieurs acteurs jouent pour la domination de la région. C'est les Turcs, les Iraniens, bien sûr. Et ce qui est sûr, c'est que nous, les Européens, quoi qu'en dise Monsieur Barrot, que j'entendais tout à l'heure, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, les Européens qui avaient créé tout ça, parce qu'il faudra revenir à 1916, c'est la France qui avait fait le mandat sur le Liban et sur la Syrie. On n'est plus là, quoi. Les Européens ont été exclus depuis longtemps de la région, et ça se joue entre des puissances régionales qui veulent obtenir le contrôle de la région, et l'une d'entre elles au moins, c'est-à-dire l'Iran, accélère son programme nucléaire avant que le régime soit menacé. Oui, et l'autre volet que l'on décrivait aussi tout à l'heure avec Jean-Baptiste Noé, qui est toujours à nos côtés, c'est ce qui s'est passé à Paris avec la rencontre avec Zelensky de Donald Trump et Trump qui réclame un cessez-le-feu immédiat. Il prépare, l'après 20 janvier pour annoncer dans les 24 heures, comme il l'avait
dit une trêve en Ukraine? Dans les 24 heures, probablement pas, mais là encore, j'ai mis dans mon livre l'essentiel des positions qui seront dans l'accord. Vous aurez ce que les Russes insistent à avoir depuis 30 ans, depuis l'indépendance de l'Ukraine, un statut de neutralité pour l'Ukraine. Ça tombe bien parce que les Américains veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est l'une des ironies les plus sinistres de cette affaire. C'est-à-dire que toute cette affaire a tourné autour de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, et aujourd'hui ce sont les Américains qui refusent que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc, premier point, il y aura la neutralité. Deuxième point, on sera comme en Corée ou à Chypre, vous aurez une ligne de partage qui sera la ligne militaire, une reconnaissance militaire de la ligne de partage avec une zone démilitarisée. Naturellement, nous les Occidentaux, on ne reconnaîtra pas ni l'annexion ni l'occupation russe de ces territoires, et on laissera à la diplomatie le temps, espérons-le, régler cette affaire. Et puis les Américains vont se tourner vers nous en disant maintenant c'est votre affaire, nous on a d'autres sujets, on a la Chine d'abord, accessoirement Israël. Donc mesdames et messieurs les Européens, vous allez vous occuper de la reconstruction de l'Ukraine, 700 milliards d'euros, vous allez vous occuper des garanties de sécurité pour l'Ukraine, donc il va falloir augmenter massivement les budgets de défense en Europe, et puis accessoirement vous allez vous occuper de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que ça, ce sera probablement acté aussi dans l'accord, puisque en 2022, lors des négociations russo-ukrainiennes, les Russes avaient accepté l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Oui, merci Pierre Lelouch. Jean-Baptiste Noé, un mot de conclusion. C'est ce que vous aviez commencé à décrire aussi tout à l'heure, qui se retrouve avec Pierre Lelouch, qui est avec nous. Et je disais, c'est-à-dire que une fois qu'il sera au pouvoir de façon officielle, Donald Trump, il voudra quand même accélérer sur la Russie-Ukraine, quoi. Oui, probablement, parce que ce que les Européens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait l'Ukraine pour les États-Unis c'est un terrain secondaire. Le vrai sujet c'est la Chine et c'est l'Asie. Ça avait commencé avec Barack Obama, donc ils veulent absolument quitter le bourbier ukrainien pour se concentrer sur leur adversaire principal. Et ça c'est Pékin. Ouais, et ça c'est Pékin. Merci en tout cas à tous les deux. Donc je rappelle votre livre, Pierre Lelouch, Engrenage plutôt, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Et vous, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit et vos livres, parce qu'il y en a eu plusieurs, et le dernier, donc... Que vivent les humanités. Que vivent les humanités. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman dans la partie médias et débats. Il y aura Karine Le Marchand qui sera l'invitée pour son documentaire ce soir, Les Français, l'amour et le sexe. Avant cela, eh bien, notre gagnante, parce que c'est une gagnante au grand sapin de Noël, j'accueille Martine. Bonjour Martine. Bonjour Sud Radio. Martine, bonjour. Donc c'est vous qui avez gagné. Oui, je suis très contente. Attendez, on va ouvrir le cadeau ensemble sous le grand sapin de Noël. Alors vous avez gagné, Martine, 2 places pour le spectacle Cœur de Lumière. C'est un grand spectacle son et lumière immersif, une grande expérience visuelle. C'est à la Basilique Saint-Cernin à Toulouse, à partir de début janvier. Oui, vous en avez entendu parler. Oui. Et donc là, je suis ravie parce que j'aime beaucoup Oui, ça me plaît beaucoup d'avoir gagné ça. Voilà. Vous êtes où? Vous êtes dans le coin de Toulouse quand même? Oui, aux alentours de Balma. Aux alentours de Balma. Ça tombe bien. Si vous aviez été de Lille, ça aurait été un petit peu plus compliqué, plus loin. Mais on fait bien les choses en fait au standard de Sud Radio quand il y a des dizaines d'appels et c'est tombé sur vous. Je remercie le Père Noël de Sud Radio. Voilà, j'avais pas ma grande barbe aujourd'hui. Vous savez que parfois je prends la tenue de Noël ici à Sud Radio avec toutes les animatrices et tous les animateurs évidemment pour vous faire plaisir. Il y aura d'autres cadeaux. Passez de bonnes fêtes, ma chère Martine. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir et continuez d'écouter Sud Radio, évidemment. Allez, Valérie Expert, Gilles Gansman dans un instant et Karine Le Marchand.